te rappelles Shuriken School? Oui. Non. Oui ou non? Je me rappelle que je l'ai vu, je me rappelle que c'était bien... Et en fait, c'est tout ce dont je me rappelle. Vraiment, t'es même pas capable de me dire de quoi ça parle. Bah, je me rappelle que ça raconte la vie scolaire sur le thème des ninjas, et c'est tout. C'est tout, et c'est normal, parce que c'est tout ce qu'il y a à se rappeler, et que ça suffit. Imaginez que Harry Potter à l'école des sorciers, ça ait réellement été Harry Potter à l'école des sorciers, pas plus, pas moins. C'est-à-dire la découverte par le lecteur d'un univers original avec ses codes amusants, mais sans grand méchant, sans mystère et sans enjeu majeur. La saga ne serait sûrement pas devenue le best-seller international et peut-être, l'avenir le dira, le classique intemporel qu'on connaît, ça n'aurait même pas été une saga, mais ça aurait quand même donné quelque chose de pas mal. Shuriken School est ce quelque chose, c'est la série qui sert à prouver que parfois, la vie scolaire sur le thème des ninjas, c'est un concept suffisamment plaisant pour rester devant la télé. Oui bon, le thème lui-même n'aurait pas suffi, il fallait quand même que la série soit suffisamment originale et plaisante pour que la sauce prenne. Elle l'est. En prenant le parti évident d'appartenir au registre humoristique. Mais curieusement, je ne la citerai pas comme drôle, plutôt comme amusante. On ne rit jamais aux éclats devant Shuriken School, mais on sourit toujours. Par bien des aspects, c'est une série modeste, qui ne vise pas le sommet, mais fait correctement ce qu'elle a décidé de faire. Et ça marche! Elle est comparable en cela à Draculito Monseigneur, si ce n'est qu'elle troque les gags marquants contre une meilleure maîtrise technique. Époque et santé de la société de production oblige. Le résultat, c'est qu'on ne retient pas forcément de moments particuliers, mais on retient qu'on a particulièrement apprécié le visionnage. Je vois ce que tu veux dire. Il y a des gags et des rebondissements que je suis capable de citer. On cite toujours cette réplique sur la technique des ninjas pour disparaître avant une photo qui est difficile à expliquer mais simple à comprendre. Mais dans l'ensemble, pour la plupart des épisodes, je ne suis pas capable de citer un gag en particulier. Je sais seulement que j'ai souri tout du long. C'est une série d'ambiance, courte, 2 saisons de 13 épisodes, avec une mise en scène efficace mais simple, un dessin minimaliste et une animation en flash, mais pas pour autant paresseux, puisque cette animation est aussi dynamique qu'il est nécessaire qu'une série de ce genre le soit. Elle est même ingénieuse pour ce qui est de suggérer le mouvement plus qu'on ne le montre. Pour l'anecdote, nous avons eu l'occasion d'échanger avec un des storyboarders qui ont travaillé sur cette série. Il nous expliquait que l'animation en flash est en général utilisée plutôt pour montrer des déplacements latéraux dans un cadrage frontal, car, je cite, « les personnages étant la plupart du temps décomposés comme des pantins, bras, jambes, éléments du visage séparés, c'est difficile de les faire se déplacer en 3/4 vers la caméra. » Ce storyboarder nous précisait donc que des solutions ingénieuses avaient été trouvées pour surmonter ces contraintes techniques. Et nous confirmons après visionnage de la série que le rendu est tout à fait convaincant. Shuriken School, c'est une série d'arts martiaux avec des chorégraphies inventives, et on ne soupçonnerait pas une minute que la technique utilisée a pu rendre difficile d'animer certains mouvements. Par ailleurs, on remarque de temps en temps un joli effort graphique, comme là, cette perspective particulièrement réussie. C'est sûr qu'on est loin des décors hyper détaillés de Code Lyoko ou de Galactic Football, mais c'est loin d'être mal dessiné. On n'a pas relevé d'erreurs d'animation, seulement des plans où les inscriptions dans le fond sont inversées, et un peu de recyclage d'images, mais quoique simple, les décors sont jolis. Il y a peut-être pas de texture, mais il y a un beau choix de couleurs et une composition d'images bien pensée. Le minimalisme, il est surtout dans le chara-design. Les personnages ont des têtes d'émoticônes, ils ont court sur pattes et ils ont 4 doigts. C'est une esthétique de cartoon. Mais c'est pas vraiment un cartoon. Ça dépend de ce que tu qualifies de cartoon. Dans le langage courant, les anglophones semblent faire la distinction entre les Saturday Morning Cartoons qui n'ont pas d'autre prétention que de distraire, et les séries comme Batman, qualifiées plutôt d'animated series, qui ont une ambition esthétique plus vaste. Le terme fait allusion au programme jeunesse du samedi matin qui diffusait beaucoup de dessins animés de ce genre, mais la connotation qu'il a acquis est indépendante des horaires de diffusion. Aux États-Unis, Batman était diffusé le samedi matin, mais on le qualifie rarement de Saturday Morning Cartoon. Bref. Shuriken School est un Saturday Morning Cartoon et un bon. Sans aller jusqu'à reciter des proches et rappeler qu'elle est énorme la prétention de faire rire, ce qui de toute façon ne serait pas pertinent puisqu'encore une fois, la série n'a pas tant la prétention de faire rire que d'amuser, je dirais que Shuriken School prouve que le Saturday Morning Cartoon est loin d'être un sous-genre puisqu'on peut être une très bonne série en se contentant d'en être un. En effet. La série ne se prend absolument pas la tête de quelque manière que ce soit, et c'est pour ça que ça marche. Ceux qui ne connaissent pas seront peut-être un peu déconcertés que nous nous soyons bornés à dire que ça raconte la vie scolaire sur le thème des ninjas, mais c'est parce que... c'est tout. C'est tout. C'est tout. Nos héros sont élèves à Shuriken School, une école de ninjas, et vivent des aventures basées sur le fait qu'ils sont des apprentis ninjas dans une école de ninjas. Contrairement à un animé japonais qui chercherait à rendre la chose abracadabrante, Shuriken School ne fait rien de spécial pour rendre ça impressionnant. Rien ne vaudra mieux qu'un exemple pour l'illustrer. La relique sacrée confiée par la ville à l'école Shuriken School est une paire de tongs. Une simple paire de tongs, ordinaire. Ces tongs n'ont pas une beauté que seuls les vrais savent reconnaître, elles n'ont pas un pouvoir caché, elles sont totalement indistinguables de tongs vendus à la douzaine dans le commerce, mais la paire est sacrée quand même, car elle a appartenu au fondateur de la ville, et elle sera défendue comme telle par les personnages, convoitée comme telle par les méchants, et si quelqu'un fait la remarque que c'est juste une paire de tongs, ça n'enlèvera rien à l'importance qu'elle a pour les autres personnages. C'est la paire de tongs qui a appartenu au fondateur de la ville.
Elle n'a pas besoin d'être extraordinaire, d'avoir une beauté ou un pouvoir caché pour mériter le respect qu'on lui témoigne, elle a juste besoin d'avoir appartenu au fondateur de la ville. Et donc, à l'instar de cette paire de tongs, la série est un Saturday Morning Cartoon et mérite d'être appréciée pour ça. Bien sûr, une série avec une double lecture et une ambition artistique vaste, c'est bien, mais une série qui n'a pas d'autre prétention que de distraire, mais le fait aussi efficacement que possible, c'est bien aussi. La série Shuriken School est à la fois humble et consciencieuse comme un vrai ninja. Qu'est-ce que tu sais de ce que c'est qu'un vrai ninja? La pop culture en a fait un terme absolument fourre-tout qui veut juste dire personne douée en arts martiaux et qui obéit à une discipline à géométrie variable selon la fiction. Dans Batman, un ninja c'est un mandalorien, la connotation péjorative du terme ninja dans Batman est en fait assez proche de ce qu'on peut lire sur le sujet sur Wikipédia. Dans One Piece, c'est un gars qui fait nin 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 nin. Dans Ninja Kids, c'est un guerrier habile, sage et discipliné. Bah en tout cas, la série est à l'image du ninja selon Ninja Kids. C'est d'ailleurs ce type de ninja qu'on trouve dans la série. Shuriken School n'est pas qu'une école d'arts martiaux, c'est une école de philosophie de l'art martial, où le moindre événement de la vie scolaire, même le plus ordinaire comme la photo de classe, est en réalité une épreuve de discipline. À noter que les élèves du coup ont une gestuelle ninja dans leur vie quotidienne. Parce que c'est une série d'ambiance. Pas seulement d'ambiance ninja, mais d'ambiance franco-japonaise. Non, j'ai bien dit franco-japonaise, pas juste japonaise. Quoique purement européenne, la série cherche à rendre un hommage sincère et véritable au Japon. Elle met un point d'honneur à mélanger les cultures, en tout cas elle fait dans ce sens plus d'efforts qu'on en attend d'un dessin animé de type cartoon. Les décors sont asiatiques, mais les chara-design font tantôt asiatiques, tantôt autres, tantôt hybrides et tantôt... ça compte pas. On se demande pendant un moment où se passe la série, jusqu'à ce qu'un extrait de la météo résolve le mystère, c'est bien le Japon. Mais même après ça, on continue d'avoir le sentiment que c'est un Japon intermédiaire entre l'Europe et l'Asie. Les personnages utilisent des formules de politesse non traduites telles que San ou Sensei, et le personnage principal, Ezan, s'écrit souvent Sugoi au début de la série. Sugoi. Ce qui suppose que le reste de leur phrase n'est pas dit en japonais dans la réalité de la série. Sans quoi on ne laisserait pas de mots non traduits comme ça. À moins d'être un fansubber. Et en plus, leur monnaie s'appelle le yenro, combinaison évidente du yen et de l'euro dont le symbole est dérivé de celui du yen. Vers la fin de la série, Ezan dit moins souvent Sugoi, c'est surtout un truc de début de série. Je dis que la série met un point d'honneur à mélanger les deux cultures, mais si ça se trouve, elle ne se contente pas d'en mélanger deux. Nous sommes assez incultes en matière de films d'arts martiaux hongkongais, et notre principal contact avec les ninjas sont les films de Godfrey-Ho, donc si ça se trouve, nous sommes passés à côté de plein de références évidentes. J'ai bien relevé ce qui est peut-être une référence au clan des Otori de Lian Hearn à l'épisode 6, avec le plancher du labyrinthe qui fait des bruits d'animaux comme le parquet du rossignol dans le livre. Mais à part ça, toutes les références qu'on a pu identifier comme étant des références ne sont ni des références au Japon, ni des références à d'autres œuvres mettant en scène des ninjas. Par exemple, dans l'épisode 12, qui est l'épisode du singe, la dresseuse à la fin c'est Lara Croft. L'épisode 6 de la saison 2 contient certes une référence à Goldorak, mais il contient surtout une référence évidente à 2001 l'Odyssée de l'espace, et à Pac-Man, et à Macintosh. Ouvre la salle de contrôle et fais poire cul sur le clavier. Si t'as rien de plus intéressant à nous raconter sur les références culturelles, pourquoi tu nous présentes pas un peu les personnages? Après tout, la série va reposer sur eux, elle nous raconte leur quotidien. Oui, en effet, nos trois personnages principaux sont Ron, Hermione et Harry. Sois un petit peu sérieuse, la série est consciencieuse, elle. Je suis sérieuse! Les trois personnages principaux sont le gars ordinaire, pas cancre, mais pas spécialement sérieux dans ses études, qui aime profiter de la vie et de ses amis, la bêcheuse qui passe son temps à la bibliothèque et a un savoir encyclopédique sur presque tout, et le héros qui, bon, n'est ni l'élu d'une prophétie, ni le vainqueur d'un grand méchant, ni un orphelin au passé tragique, mais celui que ses compétences ont désigné pour être la fierté et le représentant de son école, la vedette, la mascotte, l'étendard, bref, celui qu'on inscrit de force au tournoi d'arts martiaux pour prouver qu'on est un bon prof. C'est Ron, Hermione et Harry. Commençons par Harry. Ah, qu'est-ce que tu me fais dire? Commençons par Ezan. Il est le descendant d'une longue lignée de marchands ambulants de boulettes de riz. Son père pratique encore le métier familial, et bien qu'il semble avoir quand même un peu envie que son fils reprenne le flambeau après lui, il accepte assez sereinement qu'Ezan ait plutôt envie d'être ninja. En tout cas, il a accepté de l'inscrire à une école de ninja qui implique qu'Ezan y reste en pension pendant la semaine, alors même que c'est indispensable pour le commerce familial de l'avoir à la maison pour donner un coup de main. Bon fils, et petit garçon bien sage, humble et consciencieux comme tout bon ninja dans cette série, Ezan accepte régulièrement de découcher pour aller donner le coup de main en question, ce qui est très difficile à rendre compatible avec ses études. Il aime réellement son père et veut qu'il soit heureux, donc le soutient dans ce métier qu'il aime, mais son recrutement de force dans cette activité l'a tellement dégoûté qu'il ne supporte plus de voir une seule boulette de riz, ça lui donne mal au cœur. Ezan est un héros assez générique. Il a toutes les qualités d'un bon garçon et les limites d'un enfant ordinaire, et se distingue peut-être parfois par une gentillesse excessive. Malgré ses incontestables compétences de combattant, il peut être maladroit dans la vie quotidienne pour tous les gestes qui n'impliquent pas les arts martiaux. Dans les épisodes du début de la série, il se sert de sa règle comme arme. Comme le Sugoi, c'est un peu abandonné au bout d'un moment. Okuni, l'équivalent d'Hermione est...
l'équivalent d'Hermione. Elle aime les livres à un point presque douteux, a une connaissance encyclopédique sur l'art ninja, mais comme elle est dans une école de ninja, être première de la classe, ça veut dire aussi être une athlète, donc elle n'a rien à envier à Ezan en termes de compétences physiques. Elle tient particulièrement à son image de dur à cuire, et rien ne la terrorise plus que l'idée qu'on l'aperçoive comme une fille, à part l'idée qu'on l'aperçoive comme une fille romançable. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, l'idée d'une romance avec Ezan ne la rebute pas complètement non plus. Mais bon, série comique pas à suivre oblige, ça ne va jamais nulle part. Autant Okuni est plutôt un copier-coller d'Hermione, autant Jimmy B n'est Ron que par statut. Du point de vue du caractère, il serait plutôt à l'opposé de Ron. Il est déluré, un peu vantard, vif et joyeux. Ce n'est pas trop développé parce que la série ne cherche pas à être sérieuse, mais son prénom et quelques références culturelles qu'il fait par moments donnent l'impression qu'il est venu des États-Unis pour étudier l'art ninja. Il ne serait pas le seul dans ce cas. Shuriken School doit avoir une réputation internationale. Oui et non. Quand le directeur de l'école cherche à organiser un échange scolaire, tout ce qu'il trouve à inviter, c'est les élèves d'une école de pom-pom girl, au lieu d'une école d'arts martiaux comme il voudrait. Ça c'est surtout parce qu'il a fait le choix qui impliquait de dépenser le minimum d'argent. Le principal sensei est... un pingre. Il y a énormément d'intrigues d'épisodes qui sont déclenchées par le fait qu'il a essayé d'acheter du matériel au rabais ou fait une basse manœuvre pour gagner de l'argent. Pour ce qu'on en sait, il a raison, parce que l'école ne roule visiblement pas sur l'or. Vu qu'elle n'a pas l'air de faire payer ses élèves, elle ne survit que grâce aux dons de généreux mécènes et peut-être aux subventions de la ville. C'est sans doute la répartition d'édites subventions qui entretient la rivalité avec l'autre école de ninja de la ville, visiblement beaucoup plus riche, l'école Katana. À part sa pingrerie, le directeur est défini par son apparence trompeuse de douceur et de gentillesse, qui cache le redoutable ninja qu'il est, par son allergie aux animaux et par son côté un peu foufou qui sied mal à sa position. Tous les personnages de cet univers sont un peu foufou. En tout cas, tout le corps enseignant de Shuriken School est un peu foufou. Même ceux qu'on penserait sérieux. Cette superbe et séduisante jeune femme qui enseigne le ninjutsu par exemple, on pourrait croire qu'elle restera irréprochable toute la série. Mais non, elle est quand même orgueilleuse au point de se laisser piéger par la technique du Tepa Cap et parier les dettes de l'école, et accessoirement un dîner romantique, sur la victoire d'un élève qui a été inscrit contre son gré par ses camarades à un concours d'arts martiaux. Bah, je crois que c'est le seul épisode qui la montre faire une vraie grosse bêtise. Et on ne devrait pas être surpris de lui trouver des vices cachés vu comment le générique la présente. Kita Sensei, c'est son nom, est sévère et pas forcément patiente, mais dans le corps enseignant, elle est surtout la personne normale qui permet de souligner l'originalité des autres. C'est un peu le Jack William Dalton dans les épisodes où on doit montrer le corps enseignant comme étant un groupe. Kubo Sensei est amoureux d'elle. Kubo Sensei est un petit bonhomme à lunettes très timide, à la voix douce et monocorde, ce qui est un sérieux handicap pour enseigner, d'autant que sa matière, qu'il aborde principalement sous l'angle théorique sur lequel il est paraît-il irréprochable, nécessiterait beaucoup d'attention. Malheureusement, même Okuni n'arrive pas à rester éveillé pendant ses cours, et on suppose que les élèves doivent sacrément bûcher pendant les heures d'études pour que la classe arrive à garder le niveau malgré tout. J'espère pour vous que quelqu'un a réussi à prendre des notes, car le contrôle de la semaine prochaine portera en grande partie sur la leçon d'aujourd'hui. Kubo est un véritable loser. Il enseigne alors qu'il n'est pas doué pour ça, et il est amoureux de sa jolie collègue sans espoir de retour. Mais contrairement à Kita, Kubo devait beaucoup intéresser les scénaristes. Il y a énormément d'épisodes sur lui, sur ses ambitions, sur son passé, ce qui fait qu'au final, même si c'est sans doute le prof le moins compétent de l'école, c'est sans doute aussi celui pour qui le spectateur aura le plus de sympathie, un peu comme pour Jim dans Code Lyoko. Vlad Sensei suscite le même genre de sympathie, bien qu'il soit beaucoup plus à sa place dans le corps enseignant, du fait que les enfants s'intéressent vraiment à ses cours. Il faut dire que c'est des cours pratiques, c'est déjà bien plus facile de s'y intéresser. En outre, comme Vlad fait des démonstrations, on a l'occasion de constater qu'il a vraiment la maîtrise de ce qu'il enseigne, et on peut le respecter pour ça. Ce qui est moins le cas de Kubo. Mais il a un accent d'Europe de l'Est à couper au couteau du fait qu'il a un ressortissant russe, très nostalgique de sa patrie, et du borsch qu'on y sert à tous les repas. C'était notre petit goûter. Alors, je veux bien, mais le borsch c'est juste un pot-au-feu, il y a strictement aucune raison qu'il puisse pas trouver les ingrédients qu'il faut pour s'en faire au Japon. Il doit être nul en cuisine. Quoi qu'il en soit, Vlad impressionne par son physique et par sa maîtrise, mais il n'est pas tellement supérieur à Kubo. Comme lui, il perd facilement la raison devant une jolie fille, et contrairement à lui, il a des difficultés à obtenir les diplômes qu'il faut pour enseigner. À part le corps enseignant, l'école a 2 employés, le concierge et la femme de ménage, étrangement doublée par Jean-Claude Donda. Oh, mais c'est d'une saleté répugnante ici. Allez, au travail, ma fille. La femme de ménage interviendra peu dans la série, mais le concierge Zumikito sera plus présent. Il semble qu'il ait avec les enfants le même rapport que Jim avec les collégiens de Code Lyoko. Mais la comparaison s'arrête là. Le concierge de Shuriken School a l'esprit vif, est à l'écoute des enfants, pratique les arts martiaux avec autant de dextérité que les enseignants et élèves de Shuriken School, et détient parfois l'information que personne n'a, en particulier sur les malédictions à éviter. Les élèves de Shuriken School sont aussi hauts en couleur que le personnel enseignant et administratif. Ce n'est pas la peine de les présenter tous en détail car la plupart sont là pour l'ambiance. Il y a une classe de 2e année qui ne compte visiblement que 2 élèves, et une classe de 1re année qui, en plus des 3 personnages principaux, en compte 7. Daisuke, le dragueur prétentieux, Ami, l'écolier
l'écolière japonaise superficielle, et Nobunaga, le lutteur sumo timide et maladroit, sont globalement ceux qui ont le plus de lignes de dialogue. Mais Jacques, l'homme grenouille, l'accent provençal, Shoki, l'enfant moine endormi en lévitation constante, et Marcos, l'incognito, sont moins souvent sur le devant de la scène, mais toujours présents en arrière-plan pour ajouter à l'humour. Et il y a un cochon. Parce que. Dans Collège Rhinovélos aussi, il y a un cochon. Et un rhinocéros. Aussi parce que, manifestement. Sauf que Pig, le cochon de Shuriken School, ne parle pas, vu que c'est un cochon. Logique. À la place, il fait de la musique et semble se faire comprendre en partie par ce biais. J'aurais aimé assister au brainstorming où cette idée a été proposée. Comme on disait, Shuriken School n'est pas la seule école d'arts martiaux de la ville. Elle est en rivalité avec une autre école, l'école Katana, réservée aux garçons et où on apprend plutôt à devenir un ninja méchant qu'un ninja gentil. C'est un espion de chez les Katana. Comment vous savez ça? Il chante toujours ce petit air idiot. L'imposant principal Sama de l'école Katana a constamment le visage dans l'ombre, même quand il est en pleine lumière. C'est d'autant plus absurde que même si on ne voit jamais son visage sur sa tête, on le voit distinctement sur son portrait. Le meilleur élève de cette école, Naginata, est présenté comme le rival direct d'Ezan. En tout cas, la série, bien que n'étant pas à suivre, se termine par un duel entre les deux. C'est parce que, à l'instar du dernier épisode des Contes de la rue Broca, le dernier épisode de Shuriken School a toutes les caractéristiques d'un épisode de fin, même si chronologiquement on peut le mettre n'importe quand dans la continuité. Il constitue une espèce d'apothéose où l'enjeu sera plus sérieux que d'habitude, les risques plus grands et les efforts et sacrifices à faire pour que l'issue soit heureuse plus importants. Si on le voit avant tous les autres, ce n'est pas plus dommageable que ça, mais c'est quand même bien de quitter la série sur ça. Cette série a beau être simple, elle s'est quand même payé le luxe de conclure en beauté. Ce n'est pas le seul luxe qu'elle se paye, elle se paye aussi celui d'avoir un univers. Pas juste un univers visuel, où on reprend des éléments classiques de la vie quotidienne en leur donnant une couleur locale ninja, ce qui aurait largement suffi à nous fournir un plaisir de visionnage contenable. Non, elle a décidé d'avoir un background cohérent, histoire de bien faire son boulot. Humble et consciencieuse, on vous dit. Comme on a dit, l'histoire se passe au Japon, du moins dans un pays dont la carte ressemble à celle du Japon. La ville s'appelle Tokyorama, non pas pour parodier le nom de Tokyo, du moins pas seulement, mais parce que le défunt frère du fondateur, Bumpo, s'appelait Tokiro. À part être mort, on ne sait pas trop ce que ce Tokiro a fait pour mériter qu'on donne son nom à une ville. Si, on sait, on en a déjà parlé. Il avait une paire de tongs dont Bumpo s'est servi pour se tirer d'un mauvais pas. C'est pour ça que la paire de tongs en question est devenue une relique sacrée. Bref, quitte à avoir une histoire, la série aurait pu se contenter d'avoir de la parcimonie scénaristique et faire de ce Bumpo, frère de Tokiro, le fondateur de tout ce qui est important dans la série. Non, l'école, elle, a été fondée par un autre bonhomme. Un ninja légendaire appelé Koji Murasaki. Et quitte à lâcher de multiples noms de fondateurs comme ça, la série pourrait se prendre les pieds dans le tapis et se tromper. Mais non, elle est cohérente. Koji Murasaki sera évoqué plusieurs fois et sera toujours évoqué comme fondateur de l'école. C'est une cohérence que la série nous donne alors qu'on lui en demandait pas tant. Et c'est pas le seul point sur lequel il y a de la continuité contre toute attente. Par exemple, l'élève mexicain de la classe, Marcos, est persuadé qu'un trio de catcheurs le poursuit pour le tuer parce qu'il les a surpris en train de se débarrasser d'un corps, un peu façon Tom Sawyer. C'est vraisemblablement pour ça qu'il est habillé de cette façon et qu'il arbore constamment une attitude paranoïaque. Il se trompe bien sûr, le trio en question s'est juste reconverti en chanteur de charme, et d'ailleurs les affiches promotionnelles de leur spectacle apparaissent dans le décor, et en fait de cadavres, c'était de leur tenue de catcheur qui se débarrassait. Ça pourrait être juste un gag dans un épisode, mais non. Le trio et la peur qu'il inspire à Marcos sont réévoqués après l'épisode en question. Ces affiches pour le spectacle des trois catcheurs tendraient à prouver que pour un paranoïaque, Marcos n'est pas très attentif à ce qui se passe autour de lui. Mais ça a le mérite d'être un élément de continuité utile dans l'intrigue à un moment donné. Il y a aussi le fait que Jimmy B a fait une semaine à Katana avant d'en être renvoyé et d'atterrir à Shuriken School, qui ne sert jamais vraiment, sauf à ce que Jimmy connaisse l'intérieur de l'école. Apprends également qu'il y a des alarmes et des caméras de surveillance là, là et là. C'est le genre d'anecdote qu'on a déjà eu l'occasion de décrire comme typique des séries françaises. Si vous voulez, à titre de comparaison, dans la cour de récré, on apprend que Gus a un passé de champion de balle aux prisonniers, mais cet élément de backstory fait partie intégrante du scénario d'un épisode qui est centré là-dessus. Le fait que Jimmy B a été élève à Katana n'est jamais l'élément central d'un épisode, c'est juste comme ça, parce que la série cherche à avoir un univers et une sorte de continuité. Mais bon, il y a quand même des couacs avec cette continuité. Comme tu l'as dit, on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait une, mais à partir du moment où il y en a une, s'il y a quelque chose qui ne colle pas, ça se remarque. Comment ça? De quoi tu parles? Dans l'épisode 2 de la saison 2, Jimmy prétend n'avoir jamais vu un vieux type qu'il a pourtant vu dans l'épisode précédent. C'est peut-être le listing d'épisodes qui correspond pas à l'ordre chronologique, ce serait pas la première fois qu'on voit ça. Et c'est sûrement le seul exemple que tu pourras citer, ne serait-ce que parce que la série est trop simple pour que des erreurs majeures aient l'occasion de se manifester. De toute façon, comme on disait, le fait qu'il y ait de la cohérence entre les épisodes est un luxe que la série s'accorde et nous accorde par la même occasion. C'est une série cartoonesque qui pourrait se contenter de raconter le gag du jour façon les Animaniacs sans que ça gêne. Mais elle fait l'effort d'avoir un scénario et fréquemment trahit le fait qu'elle s'attend à être regardée par des spectateurs intelligents. Dans cet épisode par exemple,
Ezan doit récupérer un dossier dans le bureau du principal et le principal lui laisse une opportunité de le faire. Il ne sera jamais précisé qu'il laisse faire Ezan volontairement. Si c'était le cas, ce serait crédible et ça serait un ressort scénaristique esthétique et intéressant, mais on n'aura jamais confirmation que c'est effectivement ça qui se passe. La série compte juste sur nous pour le comprendre tout seul. Il y a d'autres cas de figure similaires. Par exemple, les fameuses affiches promotionnelles du groupe de chanteurs de charme formé par les 3 anciens catcheurs qu'on aperçoit dans le décor. On ne confirme jamais que c'est bel et bien eux qu'elles représentent. C'est juste évident dans le contexte. Et c'est juste un gag furtif pour les spectateurs attentifs. On peut choisir de l'interpréter comme un oubli dans les dialogues, mais je crois plus crédible qu'il s'agisse d'un élément laissé délibérément implicite, car ce genre d'oubli est plutôt rare dans les séries animées pour la jeunesse, qui sont généralement très généreuses en termes d'explications données sur l'action par les dialogues. En résumé, Shuriken School est une série toute simple qui prouve que la simplicité et la qualité sont loin d'être incompatibles. A l'inverse de Kangoo, qui est un bon sujet de conversation sur lequel on peut passer des heures, mais une série assez mal faite, Shuriken School est une série sur laquelle il y a peu à dire, mais qui est très bien faite et qu'on a envie de recommander. Sans s'imposer d'avoir une profondeur et une complexité particulières, elle réussit à avoir une ambiance et un univers, elle détend, distrait et amuse sans se prendre au sérieux, mais sans pour autant manquer de rigueur et de savoir-faire. Parce qu'elle a su utiliser correctement son thème et son esthétique, cette série mérite qu'on s'en souvienne. Les lames de parquet sifflent quand on marche dessus. Cui, ainsi ça permet de repérer les bons couloirs. J'ai presque fini de faire mon cartable. Donc pour toi, c'est la vérité que tu as vue dans cette porte. La disparition éclair, c'est très difficile à expliquer, mais hyper simple à faire. Je vais peut-être rendre visite à ce petit éléphant, il a l'air si déprimé. Un ninja, ça fait pas d'origami. L'origami, c'est bon pour les vieilles mamies, comme le tricot. Je peux vous aider, monsieur Bright? C'est mon nom, Marcelino Panivino. Non mais t'as vu ça? Elle a bisouté Pig et Jimmy. L'essentiel, c'est que personne n'y dorme. Personne. Oh, franchement, j'y crois pas. Toute l'année, j'ai rêvé de ce voyage et maintenant, voilà que la reine des pestes débarque. Mais bien sûr, Kevin, tu vas adorer vivre à Métropolis. Attends un peu. Je suis sûre qu'il y a un article là-dessus dans le Mimi-Minette de ce mois-ci. Barnabé, tu as vu? Il y a quelqu'un qui dort là-haut et il est déguisé. Si ça tourne comme Cyrus l'a prévu, nous aurons de quoi nourrir des tas de résistants. Je vais devoir bricoler un système de respiration un peu spécial. Bon, reprenons. Ça, c'est la liste de tous les appels venant de l'extérieur pour le centre de commandement de centrale. C'est pas codé, tout va bien, y a qu'à lire. À Katana, y a que des garçons. Comment ça, t'es une fille? Les personnages ne sont pas tous des bols. L'un d'eux sera une soupière. Et il y aura aussi une boîte de bortsch à la crème. Tiens, c'est quoi? On dirait de l'eau qui coule. Et si je ne me trompe pas, c'est la chambre de la douce Marianne? Et si vous êtes tous d'accord, il n'y a plus qu'à s'incliner. Allez, promis, je vous laisserai admirer le résultat. Ou encore mieux, si j'en faisais 10 000 copies et que je retapissais toute la pièce, est-ce que ce ne serait pas merveilleux? Cependant, je suis convaincu que 3 ninjas malins comme vous pourraient apprendre bien des choses en allant à la bibliothèque. Mais vous connaissez notre code de Bushido, Wen-san. Les ninjas peuvent mentir et tricher, un samouraï ne peut pas. Je me suis retiré de la compétition et en plus, je suis trop vieux et je suis gros.